Alors, on va retrouver Alexandre Baradez. Est-ce que vous nous entendez, Alexandre? Oui, bonjour, bonjour à tous. D'accord, très bien. Bah, bonjour Alexandre. Alors, on va donc, comme je disais, on va parler avec vous donc de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se stabilise un petit peu. Là, on est donc sur les alentours des 1,13 actuellement. Est-ce que vous pensez que cette stabilité peut perdurer là, pour les séances à venir, ou est-ce qu'on peut retrouver Non, à alors je nouveau la pense, tendance baissière qu'on avait eu les dernières séances? alors je pense qu'effectivement la tendance ne va pas durer, hein. C'est clair que la zone d'évolution de l'eurodoll depuis plusieurs jours maintenant, c'est une zone extrêmement horizontale. On a eu la grosse accélération baissière juste après la BCE dans des zones de 1,11, légèrement supérieure. Ça rebondit ensuite dans la zone des 1,1420. Et puis on voit que depuis quelques jours maintenant, la tendance se stabilise un petit peu au-dessus de 1,13. Et quand on regarde donc le graphique, si on zoome un petit peu sur les derniers jours, on voit que le range d'évolution est extrêmement limité. En gros, on a une zone de résistance très très proche, c'est 1,1365. Donc on s'en est rapproché hier sans toutefois la toucher et ça tombe un petit peu. Et sans pour autant revenir sur la zone support qui, vous le voyez à l'écran, est un petit peu en dessous à 1,12, 65, 70. Et donc on évolue dans une espèce de range de 100 pips à peu près pour l'eurodoll. Et donc je pense que ce qu'il faut chercher à travailler dans ces scénarios de stabilité assez forte, eh bien c'est le moment où le marché va tenter de sortir et de casser cette zone de prix. Donc si on voit qu'en intraday, dans les heures qui viennent par exemple, on vient chercher un 13,65, à ce moment-là je pense qu'on peut jouer une accélération assez rapide à la hausse, toujours en scalp, hein, sur des horizons de temps relativement courts. On peut jouer une accélération brève en direction d'un 14,20 et ensuite voir ce que fait le marché dans ces zones de prix. Mais clairement, dans la zone de range, je pense que pour moi, il n'y a pas lieu à s'exposer massivement parce que c'est une zone de forte incertitude. Il y a pas mal de statistiques américaines, il y a des décisions en cours, ou en tout cas des discussions, hein, entre la Grèce et la Banque Centrale Européenne sur la question des dettes. Donc ça peut réagir soit sur une déclaration, soit sur un chiffre. Donc mieux vaut attendre que le marché vienne chercher ses ranges et ces extrémités de range pour chercher l'accélération en sortie de la zone. Alors justement, Alexandre, si on casse, comme vous le dites, ce niveau de résistance à un 13,65, on peut entrer en position à l'achat et viser un 14,23, c'est votre objectif? Oui, voilà, c'est-à-dire Hmm, qu'on voit que les zones de repère suivantes, il n'y a pas grand-chose à part ce niveau au-dessus, hein. C'est-à-dire d'accord. si on casse cette zone de prix, on voit que la dernière résistance marquante et bien visible, c'est un Hmm, 14,20. Donc le hmm. marché, lorsqu'il casse une zone de prix, il a tendance généralement à se rapprocher de la zone supérieure. Ça reste quand même un environnement, il faut bien le préciser, où on est dans le cadre d'un quantitative easing, donc qui a certes été déjà pricé pas mal par les marchés, mais où les achats successifs de dettes, de la part de la BCE dans les jours, enfin ça va commencer au mois de mars, hein, mais la mise en place de ce QE peut encore produire des effets baissiers sur l'euro. Donc il faut rester très méfiant quand on joue comme ça les contre-tendances macroéconomiques. Là, ce qu'on cherche juste à exploiter, c'est des cassures brèves. Mais effectivement, si on commence à taper 1,1365, effectivement, il n'y a pas grand-chose d'autre après comme niveau avant 1,1420. Mais je prends un cas concret. Imaginons que l'euro monte de 20 ou 30 pips et puis se stabilise pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 pips plus haut et ne grimpe plus. À ce moment-là, je pense que c'est bon timing pour couper et attendre de voir ce que fait l'euro. Vous voyez, c'est vraiment des réactions très très court terme qu'il faut exploiter dans ce genre de phase de marché. Hmm. Alors, on va parler maintenant aussi du pétrole hein, qui a rebondi, hein, notamment en vendredi dernier, qui avait pris quasi 8% hein, sur le Brent. On voit d'ailleurs l'impact hein, sur les valeurs pétrolières qui sont aussi en hausse, hein, notamment Total et Technip qui sont parmi les plus fortes hausses aujourd'hui de l'indice. Et le pétrole qui est toujours hein, donc, sur une tendance, un rebond, hein, que ce soit le Brent ou le WTI. Euh, Oui. pour vous, c'est revenu, on est sur une tendance haussière sur le pétrole? Alors c'est vrai qu'on avait fait plusieurs interventions en direct avec vous, où lorsque le pétrole tombait, souvent vous me demandiez quel était mon scénario pour le baril. Est-ce qu'on pouvait parier sur un rebond ou au contraire est-ce qu'on allait avoir une baisse? Alors on avait décrit, il y a un scénario, pour moi un scénario moyen terme, qui est un retour du baril dans des zones bien supérieures, hein, c'est-à-dire les zones 60-65, c'est ce que je vise pour les mois à venir et pour 2015. Donc je pense que les positions moyen terme sur le baril, effectivement, on peut jouer les rebonds et on peut jouer des scénarios plus longs sur le baril. À court terme, je pense qu'il faut quand même travailler ça de manière prudente parce que on a effectivement un rebond qui est assez sensible. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le WTI, c'est le baril US. On s'est extrait de la zone des 44 et on est remonté à plus de 50. Et c'est ça d'ailleurs qui tire en grande partie les marchés à la hausse, que ce soit les marchés US ou les marchés européens, parce que vous l'avez dit, les valeurs pétrolières se comportent plutôt bien et donc ça raffermit tout le secteur et ça permet également donc aux indices de capter des tendances à la hausse. Là, l'approche qu'on a sur le pétrole à plus court terme,
c'est également une approche assez technique. C'est-à-dire qu'on voit que le marché a percé les 50 $ à la hausse. On voit que le prochain niveau de résistance sur le baril, c'est la zone des 51,7 $, 51,8 $. C'est la zone que le marché avait touchée à la mi-janvier avant de retracer et de repartir à la baisse. Donc là, comme on est en train d'accélérer à la hausse, je pense qu'on peut se rapprocher un petit peu de cette zone de prix, hein, donc à peu près encore presque $1 de plus à la hausse. Mais je pense qu'il convient quand même d'être méfiant à court terme, c'est-à-dire d'y aller par palier. À moyen long terme, je pense vraiment que dans un cas de diversification, avoir du pétrole après une baisse où on est passé de 110 $ à 43 $, viser un niveau un petit peu intermédiaire à 60, entre 60 et 70, ça me paraît tout à fait judicieux et intéressant en diversification. Mais à court terme, je prends un cas un peu extrême, on peut très bien remonter à 51, 52, rechuter à 48, 49, même retomber plus bas et seulement après entamer un rebond plus long terme. Donc mais attention à court terme à ces mouvements de petit peu de volatilité et d'amplitude sur le marché. Donc pour l'instant, c'est plutôt visé court terme, un 51,7, enfin 51,7, 51,8 et ensuite faire une pause quand ce niveau sera touché. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur les indices, hein. La semaine dernière, on vous recevait, vous nous parliez notamment du Nasdaq 100, où où vous aviez vu une zone d'accélération baissière vers les 4150, 4160. Alors, on n'est pas vraiment à ces niveaux-là. Quelle est aujourd'hui votre stratégie sur le Nasdaq? Alors, les niveaux, effectivement, il faut bien décomposer le mouvement. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand on s'est parlé, on était au-dessus de ces niveaux-là. Et on avait identifié donc la zone des 4150 comme une zone de rupture pour aller chercher notamment le Fibonacci que vous devez voir à l'écran en ce moment, qui se trouve dans la zone des 4095 points. Alors, on a bien touché ce niveau de retracement. C'est-à-dire que le marché a bien rompu les 4150, a touché le retracement et ensuite repart un petit peu à la hausse. Donc, objectif court terme, un scalp atteint. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir quelle est la propension de l'indice à rebondir ou à repartir à la baisse. Là, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une zone de support qui est vraiment forte dans cette zone des 4095 points. Donc, encore une fois, c'est un retracement de Fibonacci. Donc, ce sont des niveaux techniquement importants, mais on voit qu'à la hausse, on est toujours capé pour l'instant par les gros niveaux, c'est-à-dire 4003, 4350. On voit que ces niveaux, pour l'instant, ne sont pas franchis. Donc, on est toujours dans une zone où, finalement, quand vous regardez depuis le gros bloc qu'on a depuis quelques jours après la phase de tendance de hausse, et bien, on est toujours dans ce bloc assez capé. Et là encore, on va chercher les ruptures. La semaine dernière, ça avait plutôt bien payé. Je pense qu'on peut chercher encore la même chose. C'est-à-dire, en gros, il y a deux grosses lignes directrices dans ce type de scénario-là. Tant qu'on est dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire entre ces deux niveaux, les 4003 et 4095, pour l'instant, on voit que ça flotte. Ça rebondit pas mal, mais ça flotte quand même dans un niveau déjà multitesté. Donc, pas de gros repères de rupture à très court terme. Il y aura deux choses. Si le marché retombe à 4095, là, je pense, c'est un très bon point d'entrée. C'est un point qu'il faut à nouveau jouer en rupture baissière, cette fois-ci pour aller chercher plus bas, à la zone des 4000 points notamment et en dessous. Donc ce sera le prochain point pour exploiter des ruptures baissières. Tant qu'on est au-dessus, on ne parie pas sur des baisses par anticipation. On va attendre de venir rechercher le support et là, on jouera la rupture pour accélérer à la baisse. Soit ce support n'est jamais atteint. Donc ça, on ne déclenche pas. Et on va chercher les plus hauts vers 4300, 4325. Et à ce moment-là, on peut chercher un prolongement de la hausse et une rupture haussière. Mais tant qu'on est entre les deux, moi, je plaide pour la patience. C'est-à-dire de ne pas se précipiter à faire des opérations à tout prix dans cette zone de prix. On va chercher à voir comment se comporte l'indice par rapport à ça. Il y a pas mal de chiffres américains, notamment l'emploi qui va arriver en fin de semaine. Il y a l'enquête ADP qui est l'estimation qui va tomber demain. Il y a l'ISM cet après-midi. Donc il y a pas mal de statistiques qu'on va suivre sur les marchés US. Mais pour l'instant, c'est dans un range, dans une zone capée, donc on va attendre de chercher soit le support, et là on joue l'accélération baissière, soit la résistance, et là on joue la sortie par le haut. Dans la zone, pour l'instant, c'est très neutre, donc pas d'exposition. Oui, donc on a bien compris que, Alexandre, vous étiez neutre sur l'indice Nasdaq 100. On est actuellement, là, on touche les 4200 points. On a vu hier, lors de la séance d'hier, qu'on a eu plutôt des mauvaises statistiques macroéconomiques. Ceci étant, on a eu une remontée des indices américains, notamment dû au fait qu'il y a un rebond sur les cours du pétrole. Donc, quel est votre biais tout de même? Vous avez plutôt un biais haussier ou un biais baissier à court terme sur les indices? Alors, sur les indices US, moi je serais très méfiant pour deux raisons. Je pense que ce qu'on voit actuellement sur les indices US, comme ce qu'on voit sur les indices européens, mais là il y a une question grecque donc qui est un peu différente, mais sur les indices US, c'est la remontée des prix du baril qui fait remonter les cours. Donc il y a un effet technique lié à la remontée du baril qui fait grimper ces cours. Il y a un autre élément également, c'est la communication du budget US, donc ce qu'on appelle le budget Obama jusqu'en 2016, qui a été dévoilé hier, et dans ce budget, les prévisions d'inflation pour cette année, c'est 1,4%. Donc c'est des niveaux inférieurs aux 2% d'objectif de la Fed, donc ça a pu, à court terme, générer certaines prises de risque supplémentaires, pensant que la Fed pourrait, par rapport
rapport à ces chiffres d'inflation, ces anticipations d'inflation, retarder un petit peu son relèvement de taux. Je pense que ce n'est pas d'ailleurs le vrai scénario qu'il faut jouer. Je pense que la Fed va garder un petit peu son tempo et devrait, quoi qu'il arrive, envoyer un signal au premier semestre pour remonter ses taux. Donc je pense qu'il y a un phénomène court terme un peu technique, lié au pétrole, à ce rebond et à ces anticipations d'inflation qui sont un petit peu en dessous des 2%, donc qui peuvent raviver un petit peu les espoirs d'une Fed plus accommodante plus longtemps. Mais est-ce que c'est durable? J'en suis beaucoup moins sûr. Est-ce que le S&P est déjà en train de repartir au-dessus de 2030 et 2040 pour à nouveau aller chercher des plus hauts? J'en suis pas sûr du tout. Donc je pense que ce rebond doit être observé avec un petit peu de retrait et on va chercher à voir où il va. Soit il s'essouffle rapidement et retombe sur les supports, et là je pense qu'il y a un très bon signal de rupture baissière, et donc ce sera à ce moment-là qu'il faut exploiter, je pense en tout cas. Soit effectivement on voit que la tendance se poursuit encore et encore, et à ce moment-là, si on revient sur les plus hauts, là on peut chercher sortie par le haut. Mais dans la zone, je pense que c'est peut-être, je dis bien peut-être, mais ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire un marché qui repart, qui laisse penser qu'il remonte, pour ensuite mieux s'affaisser dans quelques jours. Donc prudence pour l'instant dans ce contexte de prix. Alors, dernière question maintenant sur les indices européens. On voit toujours cette force haussière sur notamment le DAX et le CAC. Est-ce que vous avez une stratégie toujours haussière sur ces deux indices, par exemple? Oui, ça n'a pas changé, hein. Depuis qu'on fait le direct avec tes finances, c'est vrai que le point de vue qu'on délivre, c'est toujours le même, hein. C'est que là, le contexte, déjà il y a plusieurs mois en zone euro, ne favorisait pas des retournements baissiers durables sur les indices. Donc le CAC, là on est très proche des 4750 points, qui est un niveau de retracement technique dont on parlait il y a plusieurs jours, donc on va frôler ce niveau. Pour le DAX, on reste également haussier. En gros, les objectifs moyen terme, c'est quoi? Le CAC, c'est 4750 jusqu'à 5000, c'est-à-dire je pense qu'on va aller au-delà de ces niveaux. Alors attention, ça peut se faire par étapes. On peut très monter à 4700, 750, retracer ensuite pendant un mois ou deux, puis repartir à la hausse. Le contexte européen reste encore, par rapport à la Grèce, assez incertain. Mais la tendance de fond, la ligne directrice de fond, pour moi, c'est retour à 5000 et au-delà pour le CAC. Et même chose pour le DAX, c'est dépassement des 11 000 points. Et on va aller chercher ce qu'on appelle une extension de Fibonacci à 161,8% dans la zone des 11 500. Donc sur plusieurs semaines à plusieurs mois, la tendance reste, quoi qu'il arrive, pour moi en tout cas haussière. Ça n'empêche pas qu'on ait des prises de plus-value, des retracements techniques à court terme, mais toujours dans un cadre haussier sur plusieurs mois et donc en 2015, des objectifs bien supérieurs. Merci beaucoup Alexandre Baradez, analyste chez IG. Merci beaucoup. On va marquer Merci. une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.